Chers étudiants, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va enchaîner par rapport à ce que nous avons déjà étudié les séances dernières, notamment la dernière séance où nous avons euh, continué les développements concernant l'identification de la notion de service public. Et si je me rappelle bien, on s'est arrêté au niveau de la distinction entre service public industriel et commercial et services publics administratifs, ce qu'on appelle les SPIC et les SPA. Aujourd'hui, nous allons entamer une partie très importante du cadre juridique qui réglemente les services publics, c'est celui des principes du service public. On parle de principes du service public ou bien les lois du service public, mais ce que vous devez retenir, c'est que le cadre juridique relatif au service public il tourne dans l'orbite de ces trois principes qu'on va décortiquer, qu'on va découvrir au cours de cette séance. Donc, quand on dit les principes du service public, on se réfère essentiellement à trois principes. Le principe de la continuité, le principe d'égalité et le principe d'adaptabilité. Donc, mais avant d'entamer ces principes, on doit signaler que l'administration n'est pas considérée uniquement comme un instrument de contrainte, un instrument qui sert le service public, le pouvoir public, ou bien un instrument mis à la disposition des autorités publiques pour faire pression, pour contraindre les personnes à obéir aux dispositions légales mises par les autorités publiques. Mais la deuxième, ou bien la principale mission de l'autorité publique, de l'administration publique, c'est servir les citoyens à travers des prestations, à travers des services publics qui visent la satisfaction du besoin collectif ou bien du besoin de la collectivité. Donc, on peut dire généralement que l'administration, elle n'est pas uniquement un instrument de coercition, mais aussi un appareil de prestation. Donc, c'est vrai que l'administration, ou bien l'action administrative tourne dans l'orbite de ces deux grandes missions, ça on l'a déjà discuté lors des séances dernières. La première mission, c'est le maintien de l'ordre public. La deuxième mission, c'est la satisfaction du besoin collectif. Donc là, nous avons la coercition, la police et tout qui permet à l'administration de maintenir l'ordre public. Et nous avons de l'autre côté les services publics qui permettent à l'administration, qui permettent aux autorités publiques de répondre aux besoins collectifs. Donc, cette finalité ultime soumet l'administration à un ensemble de principes qui sont qualifiés comme les lois, en se référant aux lois Roland, donc à Louis Roland, qui les a systématisés. C'est des principes d'essence jurisprudentielle, mais cet auteur, il les a systématisés dans la première moitié du XXe siècle. Ces lois s'appliquent à tous les services publics, que ce soit les SPIC ou bien les SPA, abstraction faite de leur nature, tous les services publics doivent obéir à ces lois. Donc, nous, au cours de cette séance, nous allons essayer de comprendre les lois, leur sens, leur implication et leurs limites aussi, parce que chaque chose a ses limites. Et les lois Roland, c'est vrai qu'ils ont connu une reconnaissance jurisprudentielle, légale, largement systématisée, appuyée par la doctrine, mais quand même, ils ont des limites. Parfois, ils souffrent de crises à l'instar même du service public, de la notion de service public. Donc, nous, on va voir ce que c'est que ces lois à travers les développements euh, de ce cours. Donc, le régime juridique, comme j'ai dit tout à l'heure, il tourne autour de ces trois principes, ou bien ces trois lois. C'est des principes très importants qui constituent le fondement même de la notion de service public. Et comme vous savez, le service public, ça on l'a déjà expliqué, c'est une notion
ce qui est vraiment qui prête à confusion. Il n'est pas défini, mais c'est pas de nos propos de revenir à la question de définition de la notion de service public, mais ça permet de caractériser, de comprendre les caractéristiques du service public. Nous avons le principe de continuité du service public, le principe d'égalité et le principe d'adaptabilité du service public. Nous allons commencer par le cadre général qui réglemente ces principes au Maroc. On a dit que c'est des principes jurisprudentiels systématisés par la doctrine, mais la Constitution de 2011 a donné à ces principes une valeur constitutionnelle. On dit, selon le langage juridique, que les principes sont constitutionnalisés au Maroc. Donc, la Constitution de 2011 dispose que, dans l'article 154, que les services publics sont organisés sur la base de l'égal accès des citoyens et des citoyennes. Donc là, nous avons le principe d'égalité qui est constitutionnalisé, la couverture équitable du territoire. Donc là, on parle de l'équité et c'est pas un principe. Donc on va pas, c'est pas dans nos propos de parler de l'équité parce que c'est nouveau pour dans le cadre de la Constitution. Et cette question ne relève pas donc des caractéristiques même de service public et de la continuité des prestations. Et là, ça renvoie au principe de continuité. Ils sont soumis aux normes de qualité, de transparence, de réduction des comptes et de responsabilité. Et les services publics, selon les termes de la Constitution, sont régis par les principes et valeurs démocratiques consacrés par la Constitution. Donc, ce qui nous intéresse, c'est cette valeur constitutionnelle du principe d'égalité et de continuité. Pour le principe d'adaptabilité, on va revenir à cette question ultérieurement, mais c'est juste pour donc évoquer ce principe donc à ce stade-là. C'est un principe qui n'a pas vraiment une valeur constitutionnelle, mais il est largement consacré par la jurisprudence et par la doctrine. Donc voilà, nous allons commencer par le premier principe, c'est celui de le principe d'égalité. Égalité des citoyens, on dit généralement l'égalité des citoyens devant devant le service public, devant la prestation. Il faut faire la distinction entre égalité et l'égalité. Je crois que j'ai déjà insisté, on s'est arrêté un petit peu sur cette question de différence entre égalité et l'égalité. Donc là, on parle de principe d'égalité et ça renvoie à un principe universel, l'égalité de tous devant la loi, etc. Donc, le sens de ce principe, qui est considéré, comme j'ai dit, comme étant un principe général du droit, c'est l'égalité de tous devant la loi, proclamée par la célèbre déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, pardon, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Donc, ce principe signifie que toute personne a un droit égal à l'accès aux services. Pourquoi? Parce que le service public, il vise la satisfaction du besoin de la collectivité et non pas des besoins individuels. Et nous avons déjà fait la distinction entre l'intérêt individuel et l'intérêt général. Donc, c'est la visée même du service public, c'est la satisfaction de l'intérêt général. On ne peut pas satisfaire cet intérêt général si on prend donc les besoins selon une vision individualiste. Il faut permettre à tout le monde de bénéficier de la prestation. Bien sûr, là, on va voir que c'est un principe qui n'est pas ouvert et qui connaît donc c'est pas des restrictions, mais quand même des conditions pour qu'il soit appliqué. Et même la situation légale des administrés par rapport au service public diffère selon donc leur positionnement. Donc là, ici, le principe généralement signifie que toutes les personnes sont égales devant la loi et par conséquent, elles ont un droit égal à l'accès aux services, participent de manière égale aux charges financières résultant du service public, ce qu'on appelle l'égalité tarifaire, et enfin doit être traité, je parle des personnes ou bien
des bénéficiaires de services publics doit être traité de la même façon que tout autre usager du service public. Donc, c'est ça, en général, le principe d'égalité, c'est que tout le monde a, les personnes sont égales devant la loi. Quand on dit donc cette question d'égalité, elle a des implications. Bien sûr, on va voir ultérieurement donc les implications dans tous les sens, que ce soit en interne ou bien à l'égard des usagers. Mais on va voir là la situation, que ce soit par rapport à l'accès aux services publics ou bien même par rapport à la situation de l'usager face aux services publics. Donc, le principe je parle du principe d'égalité, il est applicable aux usagers des services publics. D'abord, au niveau de l'accès aux services publics, tout le monde a le droit d'accéder aux services publics. Et là, la jurisprudence n'a jamais toléré la discrimination injustifiée entre les usagers. Donc, s'il y a une discrimination, elle doit être justifiée. Alors là, on accepte le fait que la discrimination, elle peut exister et que donc l'administration qui gère le service public peut traiter les usagers de façon inégale. Mais quand même, il y a des normes juridiques, des normes légales et réglementaires qui permettent, qui autorisent le gestionnaire de service public à imposer des conditions pour l'accès au service public. Donc, c'est pour cela qu'on dit que la discrimination doit être justifiée. D'accord? Qu'est-ce qui permet aux gestionnaires de services publics de justifier la discrimination? Donc, il y a plusieurs critères qui permettent la justification de la discrimination, mais je tiens à signaler que nous avons au moins donc deux critères. Par exemple, la question de la tarification. C'est une question très importante qui permet donc de traiter les usagers de façon inégalitaire. Ceux qui payent le prix de la prestation ont le droit d'accéder aux services publics, le cas par exemple du transport public ou donc tous les services publics marchands. Ceux qui ne payent pas la prestation ou bien ceux qui ne veulent pas adhérer donc au contrat préétabli par le gestionnaire de services publics peuvent refuser et n'ont pas le droit d'accéder à la prestation. Donc là, vous voyez que c'est une question qui est tolérée par la jurisprudence, mais quand même selon des conditions bien déterminées. Quant à la situation de l'usager face au service public, attendez, je suis en train de voir l'affichage qui ne marche pas. D'accord. Donc, quant à la situation de l'usager face au service public, donc là, on peut dire que l'usager d'un service public à caractère administratif est dans une situation légale et réglementaire de droit public. Ça veut dire tout simplement que quand vous sollicitez une prestation auprès d'un service public administratif, et là on parle de la gratuité devant les services publics administratifs, vous êtes dans une situation réglementaire de droit public. Ça veut dire que vous êtes en rapport avec l'administration et les rapports qui vous lient avec l'administration, c'est des rapports de droit public et vous avez des droits ainsi que des obligations. D'accord? Donc là, dans cette situation, l'usager peut se voir imposer unilatéralement des modifications de sa situation juridique. Mais en retour, il a le droit de demander l'annulation de décisions illégales qui lui feraient grief. Par exemple, quand vous demandez une prestation auprès d'un service public administratif, une autorisation, par exemple, un permis ou autre, là, vous êtes dans une situation réglementaire bien déterminée, soumise au droit public, notamment, surtout au droit administratif. Si on vous accorde la prestation que vous demandez
il ne se pose pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais le problème peut se poser si on vous refuse votre demande. Là, donc, vous pouvez, vous avez toujours le droit, en cas de refus, de demander au juge l'annulation de la décision de refus que vous jugez illégale. Donc là, vous voyez que votre relation avec l'administration, elle n'est pas sans contour juridique. C'est une relation largement réglementée qui est soumise au droit administratif qui vous impose donc des normes, mais quand même, vous avez toujours le droit de solliciter l'intervention du juge pour redresser les abus que vous constatez ou bien les questions qui vous paraissent illégales dans le cadre de la décision prise de façon unilatérale par l'administration. Mais quand même, donc, votre situation réglementaire, elle renvoie vers tout ce qui est droit public. Concernant la relation avec, au niveau, là, on est toujours dans le cadre de la discussion de principe d'égalité devant le service public. Donc, pour le personnel du service public, ça veut dire les personnes qui travaillent au sein du service public et qui permettent à l'administration de fonctionner. Comme vous savez, l'administration, c'est au sens organique du terme, c'est des institutions avec donc un personnel, ce qu'on appelle communément en droit administratif des fonctionnaires avec des moyens, etc., etc. Donc, concernant les personnes qui travaillent au sein, on parle du personnel du service public. La première conséquence du principe d'égalité dans le fonctionnement du service public, c'est d'abord l'égal accès aux emplois publics sans discrimination pour d'autres motifs que les compétences du candidat. Donc là, c'est le principe, je parle de principe d'égalité d'accès au service public, non pas en tant qu'usager, mais en tant que personnel, en tant que fonctionnaire. Tout le monde, donc, et c'est un droit constitutionnel, tout le monde a le droit de solliciter un poste auprès de l'administration publique, auprès d'un service public. Bien sûr, ça c'est un droit général qui est soumis à une réglementation bien précise pour accéder au service public. Donc, la personne doit postuler selon des procédures légales bien déterminées. Bien sûr, postuler au poste selon des procédures légales bien déterminées. Donc, mais le principe général, c'est le principe d'égalité dans le fonctionnement par rapport à l'accès aux services publics. La seconde conséquence est l'égalité de traitement réglementaire entre les fonctionnaires assurant le service public. Voilà. Donc, la première des choses, c'est au niveau de l'accès à la fonction publique. Tout le monde, toute personne qui se considère apte et qui répond aux conditions légales, réglementaires posées par l'administration pour accéder donc à la fonction publique ou bien un poste en tant qu'employé public, en tant qu'agent public. Donc, nous avons là le principe fondamental, c'est celui du concours, mais quand même, il peut y avoir des modalités qui dépassent le concours, par exemple le recrutement contractuel ou autre, qui permettent aux personnes d'assurer des missions et des fonctions au profit du service public. Donc, le principe, c'est l'égalité. Mais ce n'est pas un principe ouvert. La personne doit respecter et répondre aux exigences réglementaires mises en place par l'administration. La seconde conséquence, c'est l'égalité de traitement. Ça veut dire quoi, l'égalité de traitement entre les fonctionnaires qui travaillent au sein du service public? Ça veut dire tout simplement que les personnes qui travaillent pour le compte du service public sont soumis au même cadre juridique, au même cadre légal. Je vous renvoie au statut de la fonction publique de 1958 tel qu'il a été aménagé et réformé à maintes reprises. Donc, le cadre juridique qui réglemente la fonction publique soumet les fonctionnaires de l'État
a un statut juridique uniforme qui les soumet et qui respecte donc ce principe d'égalité. Et bien sûr, le statut traite les cadres des fonctionnaires selon leur appartenance dans donc l'échelle de la fonction publique, mais quand même, il y a des normes générales qui s'appliquent à tout le monde. Et quand il y a des différenciations, c'est ça par rapport à la situation statutaire de chaque fonctionnaire. Troisième implication, c'est que les agents publics contractuels peuvent user du recours pour excès de pouvoir contre les décisions concernant la situation réglementaire dans laquelle le contrat les place. Ça veut dire tout simplement, c'est quoi des agents contractuels? Il y a les agents publics statutaires, c'est-à-dire les fonctionnaires, et il y a les agents publics contractuels qui travaillent pour le compte de services publics par des contrats. Je vous donne le cas, par exemple, des enseignants contractuels qui donc assurent un service public, mais non pas en tant qu'enseignant ou que fonctionnaire statutaire, mais en tant qu'agent public contractuel. Pourquoi est-ce que c'est des agents publics? Parce qu'ils travaillent dans un service public. Ils sont contractuels parce qu'ils sont la relation qui lie ces personnes avec l'administration, ce n'est pas une relation statutaire, mais c'est une relation contractuelle. Un contrat signé entre les agents, donc les agents publics et les administrations qui les ont recrutés. Donc, ces personnes-là, quand il y a un problème, quand ils ne sont pas satisfaits par rapport à leur situation réglementaire, ou même n'importe quel litige qui peut naître dans le cadre de leur relation avec l'administration qui les a recrutés, ils peuvent toujours faire des recours en annulation pour excès de pouvoir. On va revenir à cette question de recours en annulation ultérieurement, Inch'Allah, quand on va travailler sur les actes unilatéraux pour voir comment peut-on annuler, faire disparaître un acte pris unilatéralement par l'administration. Donc là, vous avez trois situations. La première situation concerne l'accès à la fonction publique qui est soumise au principe d'égalité. Deuxième situation concernant le traitement des fonctionnaires qui vont intégrer le service public, un traitement égalitaire fait selon des normes juridiques, selon un cadre réglementaire bien précis, et aussi la situation des contractuels qui gardent toujours le droit donc de contester leur situation devant le juge administratif. Concernant les fournisseurs des services publics ou bien les contractuels de services publics qui prêtent qui assurent des prestations au profit du service public ou bien qui fournissent au service public les biens dont il a besoin. Donc là, toutes les personnes se trouvant placées dans une situation identique, ça veut dire les fonctionnaires, les fournisseurs à l'égard du service public doivent se trouver régis par les mêmes règles. Ça, c'est la règle générale, y compris les co-contractants actuels ou potentiels du service public. Je vous donne le cas des fournisseurs de services publics. L'administration agit, on va voir ça de façon bien précise quand on va travailler sur les moyens contractuels de l'action administrative. L'administration, pour fonctionner, peut toujours avoir besoin de collaborateurs, d'accord, de personnes qui lui prêtent soit des services ou bien qui vont faire des travaux publics au profit de l'administration ou autre. Donc, dans la relation entre, ou même gérer des services publics, le cas de la gestion déléguée. Donc, dans la relation de ces personnes avec l'administration, il doit y avoir la présence de principes, le respect de principes d'égalité. Par exemple, dans le cadre des marchés publics, quand l'administration estime réaliser un marché public ou bien a besoin de fournitures. Par exemple, je vous donne le cas des ordinateurs.
l'administration va chercher un fournisseur. Et pour trouver ce fournisseur, elle est obligée de respecter le principe d'égalité. Comment ça? Donc, le législateur a mis en place tout un ensemble de procédures juridiques qui obligent l'administration à respecter cette égalité. C'est le cas, par exemple, de l'appel d'offres. L'appel d'offres, c'est une technique qui permet à tout le monde, selon bien sûr les conditions posées par l'administration, toute personne qui se considère capable de donc d'assurer cette prestation présente sa candidature. C'est un principe très important qui met tous les candidats sur le même pied d'égalité. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est là le respect de telle ou telle personne, de toutes les normes et donc là, par rapport à la nature de l'offre qu'il présente à l'administration. Mais donc, le choix du fournisseur en définitive reste largement soumise à des normes très importantes contenues dans le décret relatif au marché public. La même chose pour les contrats de gestion déléguée. Tout ça, on va le voir, Inch'Allah, ultérieurement. Mais c'est juste pour vous dire que l'administration, elle est le service public est tenu de mettre tous les fournisseurs, tous les co-contractants sur le même pied d'égalité. Donc, les régimes légaux récents applicables aux contrats de délégation, je vous ai donné le cas des contrats de délégation, parce que c'est les contrats les plus connus et c'est des contrats qui concernent, qui prennent en considération la gestion des services publics locaux, que ce soit le transport, l'aménagement et la voirie, que ce soit l'approvisionnement en eau et en électricité, les décharges publiques, les abattoirs, la gestion des gares routières. Donc là, vous allez constater ça, on va le voir ultérieurement. Vous allez constater que pas mal de services publics sont gérés par des contrats conclus entre le service public et ses partenaires du secteur privé. Donc là, vous voyez que l'égalité ne concerne pas uniquement l'usager du service public. C'est un principe qui concerne l'usager du service public, qui concerne les agents du service public, ça veut dire ceux qui travaillent pour le compte du service public, et les co-contractants du service public, ou autrement dit, les partenaires du service public. Donc là, ça permet de mieux comprendre cette question d'égalité. Nous avons un principe corollaire, un principe qui s'approche largement de celui d'égalité, c'est le principe de neutralité. Si vous voulez, pour mieux simplifier, c'est les deux revers d'une même pièce de monnaie. D'accord? Donc, les deux se complètent et c'est difficile de les dissocier. Donc, c'est quoi la neutralité? La neutralité, c'est un principe qui permet d'écarter tout impact, toute influence sur le service public. C'est un principe qui protège l'usager d'abord et protège aussi le service public. Donc, l'usager, il est protégé dans la mesure où donc il ne peut être traité en prenant en considération ses origines ou bien ses opinions politiques ou bien ses convictions religieuses, sa couleur, son appartenance géographique. Dès que l'usager prend contact avec le service public ou bien sollicite la prestation du service public, il doit être traité comme usager. Donc, abstraction faite de toute connotation subjective, de toute considération subjective. Que ce soit par rapport, comme j'ai dit, à ses origines, ses convictions, etc. Donc, cette question, ce principe de neutralité, c'est un principe aussi jurisprudentiel largement défendu par la jurisprudence où le juge, il a contesté, il a annulé des décisions prises par le service public où il y a donc inégalité suite à ces types de considérations. La neutralité est un principe très important qui garantit le libre accès de tout le monde au service public. Donc, toute personne a le droit
de faire usage du service public. Bien sûr, donc cette impartialité concerne aussi les agents publics et aussi ça concerne l'interdiction de toutes les discriminations fondées sur les convictions politiques, philosophiques, ça veut dire même dans le cadre d'accès à la fonction publique. Donc, le recruteur, ou si vous voulez, l'employeur public doit on ne doit pas prendre en considération au niveau du choix de ces agents, il n'est pas tenu de prendre en considération donc les convictions politiques, par exemple, philosophiques, syndicales des candidats. Ce qui lui intéresse essentiellement, c'est la compétence du candidat par rapport au poste proposé. D'accord? Donc, si la personne appartient à donc un groupement syndical ou bien appartient à une association, il a des convictions politiques, ceci ne doit pas impacter, ne doit pas influencer le recruteur. Mais quand même, il y a certains, il faut le reconnaître, il y a certains postes, certaines fonctions où le recruteur donc impose des conditions de non-appartenance politique. Par exemple, le cas qui peut me donner quelques exemples, il y a Chris et Nizar. Le cas de poste où l'appartenance politique n'est pas tolérée. Oui, Chris. Madame, le poste de Oui, ministre. Nizar, la police. Oui, Chris. Madame, je disais le poste de ministre. Ministre? Madame. Non, Chris, non, c'est le contraire. Ah, Ah, les ministres. Comment parvient-il à avoir ce poste? Chris, c'est ils sont nommés. non, Chris, les ministres ne sont pas nommés. En principe, théoriquement, les ministres représentent des partis politiques. Ils sont nommés par le roi, mais après leur élection au niveau des législatives. Donc, les ministres ont une appartenance politique. Donc, ils défendent leur parti politique majoritaire, que ce soit au niveau du Parlement, et après, donc, ils deviennent des ministres pour gérer la chose publique. Mais là, Nizar, il a parlé de la police, c'est vrai, toutes les fonctions de maintien de l'ordre, les forces de l'ordre, donc, prohibent dans le cadre du profil des agents, donc ils ne doivent pas avoir une appartenance politique. Ils ne doivent pas appartenir à des partis politiques. Donc, le principe de la neutralité, c'est que le service public, la gendarmerie, oui, Nisa, c'est ça. Donc, je disais que le service public, il, il est soumis à cette question de neutralité pour protéger l'usager et le service public. Le service public ne doit pas être impacté par l'appartenance syndicale, donc les convictions religieuses ou politiques de ses agents. Et les agents doivent respecter cette question de neutralité dans l'exercice de leur fonction. Donc, quelles sont les implications de la question de la neutralité? Donc, il peut être imposé aux usagers et au personnel de limiter leurs manifestations, les manifestations de leurs opinions dans les établissements publics. Ça veut dire que si vous avez des convictions religieuses ou bien des convictions politiques, philosophiques ou autres, ethniques, linguistiques, donc ça dépend. Donc, il ne faut pas manifester ces convictions au sein du service public. Il faut le laisser neutre. C'est ça la neutralité. Un service public qui prête
ou bien qui assure une prestation d'intérêt général, point. Donc là, la jurisprudence n'a pas accepté plusieurs manifestations, plusieurs cas où les usagers et les fonctionnaires essayent d'impacter, d'influencer le service public par ces agissements. On en arrive à considérer que les locaux même du service public doivent être des espaces neutres, donc pas d'affichage, pas d'opinion et pas d'influence. En France, la laïcité est certes interprétée comme une acceptation des différences, mais elle implique aussi que les manifestations d'appartenance religieuse ne doivent pas être excessives. Et là, c'est la jurisprudence du Conseil d'État de 1900, novembre 1992, où on a imposé aux femmes musulmanes de ne pas porter le voile dans les services publics, dans la mesure où ça reflète une sorte de conviction, une sorte d'influence et ça porte atteinte au principe de neutralité. Bien sûr, cette question, elle a fait la polémique à l'époque et jusqu'à aujourd'hui, mais quand même, la jurisprudence est partie de cette question de laïcité qui impose au service public la neutralité. Donc, c'est pas de nos propos de discuter la question du port du voile au sein des services publics en France parce que, comme j'ai dit, c'est vraiment un grand débat, un grand débat social en France, mais c'est donc l'interprétation jurisprudentielle de cette question de neutralité. Alors, après, les discussions du principe d'égalité, on va passer à un principe aussi important qui conditionne une loi du service public, qui conditionne le fonctionnement du service public, c'est celui de la continuité, le principe de continuité. Donc, c'est quoi le principe de continuité? Ça veut dire l'interdiction de toute interruption du service public, de fonctionnement du service public. C'est tout simplement la continuité dans la réalisation, dans le fonctionnement du service public. Donc, toute interruption apparaît comme la négation du but même du service public parce que le service public, il est créé pour satisfaire un besoin. Et le besoin, comme vous le savez, il s'identifie par rapport à sa durabilité, dans le temps, bien sûr, et dans l'espace. Mais quand l'autorité publique sent que le besoin n'est plus, il garde toujours le droit de faire cesser le service public. Mais tant que le besoin est là, le service public doit fonctionner dans la continuité et ne pas être interrompue. Donc, même si elle n'a pas nécessairement un effet immédiat sur la vie de la collectivité, donc cette question de durabilité, elle est très 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 importante et toute interruption porte atteinte à la continuité du service public. Donc, l'autorité administrative a donc le devoir, d'accord? Et là, j'ai mis le devoir en rouge pour insister sur l'importance de cette question de devoir. Donc, l'autorité... Oui, Chris, tu veux dire quelque chose? J'aimerais poser une question. J'aimerais demander, en période de cas exceptionnels comme la force majeure, est-ce que l'autorité administrative exerce toujours son pouvoir de manière continue, en fait, madame? Oui, c'est une très bonne question parce que là, nous avons la continuité qui est la règle, mais il y a des situations où l'autorité publique se trouve dans l'incapacité d'assurer le service public. Donc, ces situations, on va les voir ultérieurement, mais avant, Chris, j'aimerais bien expliquer d'abord le sens du principe, puis on va voir les exceptions si vous voulez. D'accord? Donc, je disais que le principe prône pour la non-interruption
du fonctionnement du service public. Donc, c'est un devoir pour l'administration de faire fonctionner le service de façon régulière. D'accord? Et ce devoir, il correspond aussi à un droit des bénéficiaires du service d'en obtenir des prestations continues. Donc, c'est un devoir pour l'administration et c'est un droit pour les usagers. Nous, jusque-là, on parle d'usagers de services publics. Le mot, donc, aussi fait un débat au niveau de la doctrine parce que en France, on parle de clients du service public, on parle plus d'usagers, dans la mesure où pour certains services publics, les usagers payent donc la contrepartie, payent la prestation, donc c'est un client et et là bien sûr on a emprunté ce mot du droit privé, des relations privées entre les personnes, donc puisque c'est un client, il a le droit donc d'imposer lui aussi ses règles et de faire valoir ses droits. Donc là, c'est vraiment un débat jurisprudentiel et doctrinal par rapport à l'identité juridique même de l'usager. Nous, on parle encore de l'usager parce que même le mot client n'est pas toléré dans la jurisprudence administrative française. Donc, voilà, pour le principe de continuité, il est simple. C'est un principe simple, mais c'est pas comme celui d'égalité où il y a donc l'égalité au niveau du service, donc au niveau de l'accès, égalité conditionnée. Parfois, on même pas parler d'égalité, mais pour la continuité, c'est un principe simple. Le service doit fonctionner dans le temps, donc de façon continue. Mais donc en répondant à la question de Chris, il y a des situations où le principe de continuité fait défaut. Quels sont les fondements du principe de continuité? Le principe de continuité est le versant administratif de continuité de l'État. Et là, je parle de continuité de service public. Comme j'ai déjà expliqué, il y a certains doctrinaires, même Roland, qui considèrent que l'État, ce n'est qu'un faisceau de services publics, un ensemble de services publics. Et si les services publics s'arrêtent, ne fonctionnent pas, ça veut dire que l'État va être, donc ça va se répercuter sur l'État et donc l'État va se trouver devant des dysfonctionnements flagrants. Donc il y a des services publics, comme j'ai dit, comme on a déjà discuté lors des séances dernières, les services publics vitaux, comme la sécurité par exemple, c'est un service public fondamental, les services publics administratifs, puis les services publics sociaux comme la santé, le transport, l'éducation. Donc on ne peut pas considérer un État qui marche bien, qui fonctionne bien, qui existe, qui arrive à imposer son existence et son pouvoir, que ce soit au niveau interne ou bien au niveau externe, tout en tolérant la discontinuité de ces services publics. Donc, dans la mesure où la doctrine considère l'État comme un ensemble de services publics. Si les services publics cessent, l'État va cesser de fonctionner. Donc, actuellement, le principe de continuité des services publics, c'est un principe de valeur constitutionnelle. Et quand on parle de la valeur constitutionnelle d'un principe, ça reflète le choix de l'État et ça donne à ce principe toute sa consistance dans l'arsenal juridique national. D'accord? Donc, c'est un principe qui se fonde essentiellement sur la raison d'être même de l'État et donc qui a une valeur constitutionnelle très très importante. Enfin, ce principe de continuité du service public constitue le fondement principal de la théorie de l'imprévision. Donc, qui prévoit que si des événements imprévus bouleversent l'équilibre, par exemple, du contrat, au point que le co-contractant ne puisse continuer à assurer le service sans ruine, sans problème, la personne publique est tenue de lui allouer des fonds compensatoires ou même de se substituer
au co-contractant. C'est quoi? Tout simplement, pour vous expliquer cette question de l'imprévision, c'est dans le cadre des contrats administratifs conclus entre les autorités publiques, entre les administrations et les entreprises. Je vous donne le cas, par exemple, des contrats de gestion déléguée de l'eau et de l'électricité, le cas de la relation contractuelle entre la commune de Casablanca, d'accord, et la LIDEC. La LIDEC s'engage à assurer le service public d'approvisionnement de l'eau et de l'électricité, mais puisque ce service, même si la gestion est privatisée, ça reste un service public de la propriété de la commune. Et si jamais l'entreprise donne des problèmes de gestion, que ce soit des problèmes financiers, des problèmes techniques ou autres, en application de la théorie de l'imprévision, la commune est obligée d'intervenir pour aider l'entreprise à faire fonctionner le service dans le respect de la continuité. D'accord? Donc, c'est ceci, mais cette question d'imprévision met l'autorité publique au cœur de la gestion de service public, même si le service public est géré par une personne privée. Donc, vous comprenez l'importance de la théorie de la continuité, du principe de la continuité de service public. Donc, ça veut dire tout simplement que les services publics doivent fonctionner quelles que soient les conditions, que ce soit de leur gestionnaire public ou privé. Donc, peu importe. Mais l'essentiel, c'est que le service public fonctionne dans la continuité des prestations allouées aux usagers du service public. Il y a des situations où, par exemple, le service public peut, la gestion, bien le fonctionnement du service public peut être interrompu. En cas, par exemple, de guerre, en cas de sinistre, en cas d'inondation, en cas de force majeure. Donc là, la jurisprudence vraiment s'est trouvée de l'incapacité de culpabiliser l'autorité publique parce que c'est des situations où donc l'arrêt du fonctionnement du service public se trouve donc inévitable. Mais quand même, donc c'est dans peu de cas où l'administration, le juge, la jurisprudence tolère donc la cessation du service, du fonctionnement du service public. Nous avons un autre principe très très important qui relativise, si vous voulez, cette question de continuité. C'est ce qu'on appelle le principe de droit ou bien le droit de grève. D'accord? C'est quoi la grève? C'est tout simplement, si on veut définir la grève, c'est l'arrêt temporaire du travail. D'accord? Les travailleurs, que ce soit des employés, que ce soit dans le secteur public ou bien dans le secteur privé, optent pour l'arrêt temporaire de leur emploi pour manifester leur désaccord, pour se faire entendre auprès de leur employeur dans l'objectif de réaliser certains acquis et d'avoir donc des droits qu'ils revendiquent. Donc, c'est un droit garanti par la Constitution. D'accord? Ce droit s'inscrit dans une série de libertés et de droits fondamentaux consacrés par la Constitution marocaine. D'ailleurs, toutes les constitutions marocaines, depuis la première constitution de 1960 jusqu'à la dernière version de 2011, reconnaissent le droit de grève en ces termes. Le droit de grève demeure garanti. Une loi organique précisera les conditions et les formes dans lesquelles ce droit peut s'exercer. Cette loi organique n'a pas encore vu le jour. On n'a pas pu mettre en place cette loi organique, peut-être parce que la mise en place d'une loi organique relative au droit de grève a un rapport avec les libertés, avec la démocratisation et tout ça, donc, et ça nécessite
vraiment un investissement très important de la part donc des décideurs. C'est peut-être une lecture, mais on ne sait pas donc ce qui se passe dans les rouages du gouvernement et qui bloque donc l'apparition ou bien euh, la promulgation de cette loi organique. Donc, s'agit-il d'un droit qui pourra s'exercer sans limite? Quand on parle de droit de grève, c'est un droit garanti. Mais est-ce qu'on a toujours la possibilité de l'exercer sans limite? Pourquoi? Parce que c'est un droit qui se contredit. Quand on dit grève, ça se contredit avec la continuité. Parce que la grève, c'est la cessation du travail. Alors que la continuité, c'est donc la prestation qui se fait sans arrêt. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un droit qui va s'exercer sans limite ou bien, donc, quand on dit un droit qui s'exerce, ça va en quelque sorte porter atteinte même à la satisfaction de l'intérêt général qui constitue l'une des grandes priorités de l'État. Donc, cela pose un problème de conciliation entre deux principes fondamentaux. Le principe de continuité qui est un principe constitutionnel et le principe donc le droit de grève qui est un principe aussi constitutionnel. Donc, vous avez la continuité et la grève. Bien sûr, la grève, elle est toujours exercée par les fonctionnaires, par les employés, et donc le problème se pose en absence d'une loi organique. Comment va-t-on, comment a-t-on concilier entre ces deux choses? Donc, l'interprétation de cet article par la jurisprudence marocaine s'est fait selon les considérations suivantes. D'abord, la jurisprudence marocaine considère que la grève ne doit pas durer plus que 2 raisons. Ça veut dire soit des heures ou bien 1 ou 2 jours. Donc ça dépend des considérations parce que le gouvernement se garde aussi le droit de sanctionner les grévistes, surtout dans le secteur public. Et le droit de grève, il est largement réglementé par le Code de travail dans le secteur privé. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est pas la grève au niveau du secteur privé, mais ce qui nous intéresse, c'est la grève au sein du service public. D'abord, pourquoi? Parce qu'elle va euh, toucher un petit peu cette question de continuité de service public. Donc, pour la jurisprudence marocaine, la grève ne doit pas durer plus que 2 raisons. D'abord, on part du constat que la grève est un droit. Et tous les agents publics ont le droit, ont la possibilité de faire la grève. Deuxième des choses, c'est que la grève ne doit pas avoir un motif politique, ou plutôt un motif sans rapport avec la défense des intérêts professionnels. Cette question nous renvoie au principe de neutralité. Donc, les grévistes ne doivent pas avoir donc des visées ou bien des revendications à caractère politique. Pourquoi? Parce que en application du principe de neutralité, les fonctionnaires ou les agents publics ne doivent pas manifester ou bien influencer politiquement le service public. Donc, le seul ou bien la seule finalité, si vous voulez, des grévistes, c'est la défense des intérêts professionnels, non pas individuels, mais des intérêts collectifs. De tout le corps, par exemple, quand les enseignants font la grève, c'est pour défendre l'intérêt. Il y a des syndicats qui encadrent le recours à la grève. Bien sûr, en coordination avec les autorités gouvernementales. Quand par exemple les médecins ou bien les infirmiers, donc les agents du secteur de la santé font la grève, c'est pour défendre leurs intérêts, donc les intérêts professionnels et collectifs et non pas des intérêts individuels. Troisième considération, c'est que l'exercice
de la grève ne doivent pas troubler le fonctionnement du service public. Et c'est ça c'est l'élément le plus important. Ça veut dire tout simplement que les agents du service public peuvent manifester leur mécontentement, peuvent se faire entendre par rapport à leurs revendications, mais ils doivent respecter la continuité du service public. Ça veut dire qu'on ne va pas du jour au lendemain interrompre au niveau national, par exemple, toutes les administrations qui ont trop bien tous les services publics qui assurent une prestation dans un domaine déterminé. Dans les cas contraires, l'administration est en mesure de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour éviter les défaillances et la discontinuité du service public. C'est ce que justifie le fait que les ministres gardent toujours le droit de sanctionner les agents grévistes par des sanctions pécuniaires à l'égard de leur salaire. Donc, ça reste largement tributaire des situations particulières. Donc, et le juge même, quand il intervient dans ce cas, il traite les situations de grève cas par cas pour voir les considérations, pour voir les conditions, etc. Mais généralement, ce que vous devez retenir, c'est que le droit de grève, il est garanti, il n'est pas réglementé, il n'est pas les contours même de ce droit n'est pas clairement défini par la loi organique qui n'a pas encore vu le jour, et ceci impose que ce soit aux grévistes ou bien au service public, donc le recours à des règlements, un décret, je ne me rappelle pas la date, qui interdit les fonctionnaires de faire donc cesser le fonctionnement du service public par le recours à la grève, et que l'intérêt général prime sur l'intérêt des grévistes et que la continuité doit être respectée, mais quand même les grévistes font la grève dans le cadre de leur organisation syndicale en concertation avec les autorités gouvernementales. Donc, en général, en l'absence de règles écrites, et là, je me réfère à la loi organique, il revient à l'administration d'agir au cas par cas, ne pas choisir l'interdiction générale et absolue. Donc, on ne peut pas interdire un droit constitutionnel, sinon l'administration va tomber dans l'inconstitutionnalité de ses décisions. Et d'ailleurs, cela ne pourra se faire car ce serait inconstitutionnel, comme j'ai dit tout à l'heure, sans pour autant basculer dans l'interruption du service public. Donc, il doit y avoir une conciliation entre la grève et la continuité, et la conciliation devrait être l'âme de l'exercice de ce droit, une conciliation entre un droit constitutionnel et un principe incontournable, c'est le principe de continuité du service public. La continuité aussi par rapport à la théorie de l'imprévision, ça on l'a déjà expliqué tout à l'heure, c'est que l'administration doit intervenir pour assurer donc la continuité du service public en cas de défaillance, en cas de problème dont souffrent ces co-contractants. Donc, maintenant, on va passer au troisième principe. C'est le principe d'adaptabilité du service public. Le principe d'adaptabilité du service public, ou bien on dit le principe de mutabilité du service public. Ça renvoie même aux changements qui peuvent infecter le service public. Pourquoi? Parce que le service public, c'est un ensemble de prestations, un ensemble donc de moyens qui permettent la satisfaction d'un besoin, et donc ces prestations doivent
changer, doivent se modifier, doivent s'adapter par rapport à aux évolutions technologiques, par rapport à la montée en puissance de la demande sociale et par rapport à la qualité exigée par rapport à la prestation. Donc là, la signification de l'adaptabilité, c'est que d'abord, le statut et le régime des services publics doit être adapté chaque fois que l'impose l'évolution des besoins collectifs et les exigences de l'intérêt général. Et là, on songe aussi à la qualité de la prestation. Que veut-on dire par l'adaptabilité du statut et du régime juridique applicable? Donc, quand on dit l'adaptabilité du régime applicable, ça veut dire que le régime juridique ou bien la norme, les lois applicables au service public doivent s'adapter par rapport à la prestation. Si auparavant le service public était soumis essentiellement au régime de droit public, notamment le droit administratif, aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que nous avons opté dans la gestion des services publics donc, on a opté pour une sorte de privatisation de la gestion des services publics. Et il y a actuellement des entreprises privées qui gèrent les services publics. Plus que ça, le législateur, dans le cadre de la loi organique relative à l'organisation communale, il préfère ou bien il oriente les collectivités communales à opter pour les SDL, les sociétés de développement local. Ça, on va le voir ultérieurement, Inch'Allah. Donc, les sociétés de développement local, c'est des sociétés privées, des sociétés anonymes. Donc là, vous voyez que le régime juridique applicable au service public n'est plus exclusivement public, le régime de droit public. Donc, on a introduit le droit privé dans la gestion des services publics. Donc là, c'est une adaptation du régime juridique applicable par rapport à l'évolution des prestations. Concernant l'amélioration qualitative, il y a la quantité et il y a la qualité aussi. La quantité, c'est par rapport à l'élargissement de la population qui est concernée par le service public. Donc, c'est la demande aussi, la demande sociale du service public. Par exemple, dans le cadre du transport, l'augmentation des lignes de bus, etc., etc. Donc, le parc auto doit être amélioré. Et il y a aussi donc l'amélioration en termes de qualité par rapport à la qualité de la prestation en fonction des améliorations de la technologie, du progrès économique ou même de l'aménagement de l'ordre juridique. Si les gestionnaires territoriaux ont le droit de faire des contrats, donc là, ça leur permet de multiplier les modes de gestion privée des services publics. D'accord? Donc là, vous voyez que l'adaptabilité, ce que vous devez retenir, c'est que l'adaptabilité, elle concerne l'adaptabilité du régime juridique et son amélioration par rapport à l'évolution des besoins collectifs et les exigences de l'intérêt général. L'adaptabilité en termes quantitatifs par rapport à la quantité, d'accord, de la prestation ou bien à la quantité des prestations et en termes qualitatifs par rapport donc à l'amélioration de la prestation et la soumettre aussi aux nouvelles évolutions technologiques et au progrès économique. Donc, c'est ce qu'on peut dire par rapport à cette question d'adaptabilité, mais quand même, ça reste un principe jurisprudentiel qui n'a pas connu le même sort que ses précédents, celui de la constitutionnalisation. Toutefois, il est pratiquement impossible de déduire donc de ce principe de mutabilité une obligation stricte pour le gestionnaire ou un droit précis pour l'usager. Donc, pour le gestionnaire, il n'est pas obligé catégoriquement de respecter le principe d'adaptabilité, mais il faut toujours
Gardez en tête que c'est un principe qui s'impose par donc la nature des choses, par les faits et non pas par le droit. Le prestataire, ou bien l'usager du service public, s'il considère ou bien s'il constate que la prestation n'est pas à la hauteur de sa demande, il peut donc ne pas utiliser le service public ou bien il peut contester cette question devant le juge administratif. Mais d'un point de vue juridique, rien n'oblige le gestionnaire de respecter ce principe de mutabilité et ça reste pas vraiment un droit constitutionnel pour l'usager. Mais quand même, donc la jurisprudence est là largement défendu cette question de mutabilité pour assurer une meilleure qualité de service public. Donc pourquoi? Parce qu'à la différence des autres principes, la mutabilité n'a fait l'objet d'aucune reconnaissance jurisprudentielle expresse. Donc le juge renvoie à la question de l'adaptabilité, mais quand même, il n'est pas consacré. Et ça reste un simple principe qui n'a pas une valeur juridique, qui inspire les solutions de la jurisprudence et certains régimes juridiques posés par le législateur. Donc, quand on a vu au début de la séance, je crois, à l'article 135, si je ne me trompe pas, ou bien 125 de la Constitution, il parle donc de l'égalité devant le service public, il parle de la continuité de service public, la question de la qualité, la réduction des comptes, etc. Mais le constituant n'a pas évoqué ce principe de mutabilité et d'adaptabilité. C'est ce qui, je dis pas, ça minimise pas, mais quand même, donc ne lui donne pas une valeur constitutionnelle, donc à l'instar des précédents. Donc, il résulte de la nature fonctionnelle de la notion de service public, dans la mesure où lorsque l'intérêt général, la finalité change, le service public se modifie. Ipso facto, ça veut dire il se modifie directement. Lorsque l'activité change, les principes généraux du droit administratif à vocation instrumentale favorisent la modification du service public. Et là, ça nous renvoie à la mutabilité dans son sens juridique. D'accord? Donc, ce que vous devez retenir, c'est que la mutabilité ou bien le principe d'adaptabilité veut dire tout simplement que le régime juridique applicable doit changer, doit se modifier par rapport à l'évolution de la prestation, que la nature de la prestation doit être améliorée et que le gestionnaire doit respecter l'évolution technologique, économique et financière pour une meilleure gestion du service public. Donc, je m'arrête là je vous souhaite bonne fin de journée. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Chris, est-ce que tu as eu la réponse que tu attendais? Parce que tu as posé une question tout à l'heure. Oui, oui, madame, j'ai eu la réponse. D'accord, c'est bien, tu as bien compris? Oui, madame, merci à vous, j'ai bien compris. D'accord, bon, je vous laisse à la séance prochaine, Inch'Allah.